Ça me coûte moins de 10 cents pour créer cet article-là de 500 à 1000 mots. Si vous voulez un système de veille, ça paraît très con, mais .com va vous permettre en fait de détecter les grandes tendances en fait américaines de ce qui va arriver en marketing plus tard. La plupart des gens font cette erreur-là de penser que les mots-clés principaux sont les mots-clés les plus importants. Ces mots-clés sont même des fois pas compétitifs pour... Par exemple, pour les 3 prochains mois, c'est quoi tes objectifs? C'est de faire 90 000 € de chiffre d'affaires. La question putaclic. Ouais. Je vais te poser 3 questions, t'en choisis une, t'as 30 secondes pour répondre. Tout ce qui dépasse les 30 secondes, ce sera du chinois. Est-ce que Amazon est mort pour les nouveaux vendeurs? Et la 3e question, c'est que penses-tu d'Olivier Alain? 你的目标是，即使你买的10件圣诞礼袋，只卖出了200件。 Bonjour à tous et bienvenue dans la grosse tête de Cyril, l'émission où on entre dans la tête de Cyril Benz pour comprendre et simplifier ce qui s'y passe. On va parler Amazon, e-commerce, IA et plein de trucs de ouf. Et déjà pour commencer, Cyril, comment tu vas? Un peu fatigué, un peu de course, mais ça va. En fait, je suis content puisque globalement, en fait, je commence à récupérer l'intégralité de mon retard, en fait, depuis quelques semaines. Mais voilà, donc très content, plutôt en forme. Ça va. Et il fait très chaud. Ouais, là, on est en plein dans la période des JO où il y a des grosses chaleurs là aussi à Clermont-Ferrand. Dans le format du podcast, on va diviser en 5 parties. La première partie, la question que je vais te poser, c'est quelle est la découverte de ouf que tu as fait récemment? Qu'est-ce que tu as découvert récemment qui t'a bluffé? Alors, une des découvertes, en fait, en fait, ce qui est super intéressant en ce moment depuis à peu près 6-7 mois, c'est qu'Amazon met énormément rajoute énormément de fonctionnalités. Et il faut vraiment être sur le seller central pour et lire les actualités, lire en fait toutes les news en fait qui arrivent d'Amazon, parce qu'il y a vraiment un flux en fait de données. Et il y en a une qui est vraiment intéressante, qui remet en cause en fait le processus qu'on connaît tous quand on est vendeur Amazon. C'est le processus qui dit, pour pouvoir découvrir les termes de recherche ou les ASIN qui font des ventes, on doit avoir une structure publicitaire, une campagne publicitaire qui est une campagne automatique qui est reliée à votre fiche produit, qui va aller faire des tests de termes de recherche d'ASIN. Vous allez retirer chaque semaine globalement les mots-clés en fait ou les ASIN qui ont fait des ventes et vous allez les retravailler dans une campagne manuelle à côté. Donc ça fait depuis que le monde est monde qu'on fait en fait cette stratégie, et en fait c'est passé totalement inaperçu. C'est ça qui est assez impressionnant. Mais la campagne automatique, pour dans la tête des gens, ne peut se passer qu'en sponsored product. Donc c'est un levier publicitaire parmi les 3 qui existent sur Amazon: le product, le brand et le display. Et tout le monde reste sur le product avec la campagne automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques mois maintenant, on va dire 3-4 mois, il existe un nouveau ciblage qui est entré en fait en campagne de brand et qui nous permet en fait de faire de la campagne automatique en brand. Alors je vais vous le montrer directement. Je vais vous partager l'écran, hop, pour que vous puissiez voir ce que c'est. Screen, ici tout l'écran partagé, hop. Et donc en fait, quand vous allez aller dans vos campagnes, annonce, gestion des campagnes, que vous créez une campagne de brand. Donc, nouvelle campagne, créer une campagne de brand, continuer. Donc, c'est celle du milieu. Hein. Ben, en fait, vous allez pouvoir, alors on va mettre un budget de 30. On va se mettre ici, on va se mettre sur nouvelle page de destination. Est-ce que je pourrais le faire de cette manière-là? Hop. Ciblage, voilà. Et en fait, je vais vous zoomer, mais votre sujet, personne ne l'a vu passer, mais c'est ce ciblage-là. En gros, si vous créez votre campagne juste avec ce ciblage-là, alors pas avec ce CPC-là, hein, vous réglez votre CPC, mots-clés liés à votre page de thème de destination, vous avez votre campagne automatique en search. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le même algorithme qui fonctionne en sponsored, product, ciblage automatique. Là, c'est le même type de ciblage qui fonctionne de l'autre côté. On fonctionne avec le même algo. Ce qui fait qu'en fait, vous avez du product en automatique et maintenant du brand en automatique. Alors, ça paraît anodin, mais il y a 2 avantages en fait à ça. Le premier avantage, c'est que quand vous créez vos campagnes au lancement de produits, au début, vous aviez que le product. Et le product, en fait, si vous mettez le brand, vous avez 2 fois plus de chances d'apparaître en publicité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des guerres d'enchères
Donc en fait, vous n'allez pas apparaître dans 100% en fait, quand les gens saisissent les mots-clés, vous n'êtes pas sûr d'apparaître en publicité. Si vous faites que du product. Là, vous avez en gros 2 fois plus de chances d'apparaître sur l'intégralité des requêtes qui sont liées au search. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que vous avez encore plus de chances d'apparaître en brand parce qu'il y a une condition en fait, pour les gens qui ne le savent peut-être pas, c'est que le product est accessible pour tout le monde et le brand n'est accessible que pour les possesseurs de marque. Ce qui fait qu'en fait, vous avez plus d'espace de communication sur le brand et vous allez dépenser moins d'argent dessus puisqu'il y a moins de gens en fait qui renchérissent. Donc résultat des courses, mais vous allez accélérer votre capacité à découvrir vite et très rapidement les termes de recherche en fait qui font des ventes. Et ça en fait c'est un truc de ouf pour moi parce qu'en gros ça nous double notre capacité sur les premiers mois à trouver les mots-clés. Ok. Et si on peut afficher une page Amazon pour voir un peu c'est quoi le brand pour ceux qui... Alors sur Amazon, visualiser. Imaginons en fait qu'on tape, je vais reprendre tapis de carte, ce sera plus simple. Ce qu'on appelle le product, c'est ce que vous voyez en ligne ici, là, sur cette zone-là, là, les 4 annonces que vous voyez ici. Ce qu'on appelle le brand, c'est la zone qui est ici. D'accord ? Plus le brand vidéo. Donc, vous avez la capacité d'afficher des vidéos ou d'afficher du brand headline. Je vous conseille de rester sur du brand headline, donc cette zone-là, avec soit au minimum un grand visuel comme ça, soit au moins un diaporama. On pourrait même mettre de la vidéo et votre produit est uniquement votre produit. Vous voyez là, j'affiche que celui-là parce que mon enjeu, c'est de faire remonter en fait celui-ci qui a eu une rupture de stock et de le faire remonter le plus vite possible là-haut. Et vous voyez, en fait, là, on est en train de jouer en fait avec une stratégie qui fait qu'on est très visible ici, on se laisse passer ici, et on est revisible ici en publicité. Donc voilà, en fait, la mécanique, elle est brand headline, c'est ça. Ok, si on retourne sur la console Amazon Ads, d'ailleurs, juste en haut, c'est là où tu choisissais le type de brand que tu as. Voilà. Sélection produit ou vidéo, c'est l'un ou l'autre. Soit vous prenez vidéo pour apparaître en bas en vidéo, soit vous prenez sélection produit, parce que le mieux c'est de prendre une sélection produit, votre marque, là vous choisissez la page d'accueil ou nouvelle page de destination et vous choisissez votre page de destination, c'est-à-dire le produit, et dessous en fait vous allez sélectionner vos produits. Alors je vous montre. Ok, ça marche. Hop, je vais revenir dessus. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le mettre ici, sur Stratosphère. Ah oui, il y a un bisbille en fait sur la marque ici. C'est-à-dire qu'en fait, Amazon a mis la marque de société, le nom de la société au lieu de la marque. Donc, on n'a plus accès à nos produits directement en fait ici. En tout cas, dans l'idée, pour résumer, tu as aujourd'hui ta campagne automatique qui te permet de trouver des mots-clés et des produits concurrents. On récupère ces termes de recherche, on les cible manuellement. Et maintenant, tu peux avoir la même chose en campagne automatique sponsor brand pour cibler des mots-clés. Et en fait, tout le sujet, c'est qu'au tout départ, en fait, la plupart des gens font cette erreur-là de penser que les mots-clés principaux sont les mots-clés les plus importants. Mais au tout départ, en lancement, et c'est pour ça que c'est vraiment important en lancement, on le sait pas, nous. En fait, ces mots-clés sont même des fois pas compétitifs pour nous, à notre niveau. Pour faire simple, imaginons qu'on ait 2 commentaires et que le mec d'à côté en a 100 000. Vous pouvez apparaître à côté de lui, c'est lui qui va truster les ventes. Donc l'idée, c'est de dire à Amazon, à l'algorithme Amazon, OK, moi, à tel niveau de CPC, teste-moi, je veux voir ce que ça donne. Et comme lui connaît les comportements des gens, c'est lui, en fait, qui va amener à être affiché sur telle et telle fiche produit, enfin tel et tel terme de recherche, pardon. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que là, au lieu d'avoir qu'une seule algorithme qui recherche, on en a 2 maintenant, en fait, qui vont aller rechercher. Et c'est là où c'est super intéressant. Et ce qu'il faut avoir en tête, et je remonte parce que les gens ne le perçoivent pas, ça. Quand on est dans les campagnes, jetez un œil sur un élément dans votre campagne. On va appeler ça ici gestion des campagnes. Quand je vous parlais de la visibilité des campagnes, hop, on va descendre. Alors n'ayez pas peur sur le nombre d'éléments. Vous voyez, c'est cette colonne-là là, que je vous montre ici, là. Ça, c'est en gros, faites-la afficher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous donner en fait le nombre d'affichages sur la période donnée où vous êtes. Et vous vous apercevez en fait que même moi, en fait, je suis pas présent 100% des requêtes de recherche. Là, par exemple, sur celui-là, sur cette campagne-là, je suis à peine dans 30% des cas. C'est déjà beau, hein, 30% des cas. Généralement, vous allez vous retrouver dans moins de 5% des cas.
Vous regarderez dans vos... Quand tu dis 30% des cas, tu veux dire 30% des cas parmi tous les mots-clés que tu as ciblés, Voilà, c'est ça? c'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un dit La un mot-clé, recherche en de fait, tous les dans les mots-clés que tu as campagnes, en ciblés. fait, dans cette liste de mots-clés, ben, en fait, j'apparaît dans 30% des cas. Je suis en impression dans 30% des cas. La plupart du temps, quand on commence, généralement, et vous pouvez l'ouvrir dans votre colonne, vous serez dans 5% moins, inférieur à 5% des cas. Et vous voyez, c'est une campagne automatique. Et le sujet, ben, si on rajoute la campagne de brand, ben, en fait, vous allez pouvoir jouer en fait 2 fois derrière. Donc potentiellement, elle apparaître au moins dans 10% des cas. Ok, ça marche, top. Belle découverte. Du coup, l'action à mettre en place, c'est de créer des campagnes automatiques sponsor brand dès maintenant pour chacun de ces produits. On va passer à la section 2. La section 2, ça va être le tuto qui donne la force. Et là, moi, je vais un peu me régaler parce que j'ai une galère là en ce moment. Donc, je fais le logiciel PPC Assist. J'ai créé un blog là il y a 4 mois. J'ai fait le premier article en mars. Donc, c'est des articles que j'écris moi-même jusqu'à maintenant. Je génère l'image avec de l'IA. Depuis mars, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 articles. Franchement, c'est pas ouf. Je pourrais faire mieux. C'est des articles en anglais, mais comme la plupart des gens, je suis solopreneur. Je travaille parfois avec des freelances, donc j'ai pas forcément ni les moyens de déléguer, ni le temps de créer plus de contenu que ça. Est-ce que tu as une solution pour moi pour permettre de semi-automatiser ça? Il y a une. Alors déjà, on va. Alors oui, il y a une solution qui est en fait l'automate. J'avais fait une vidéo YouTube à l'époque qui était autour de 2 tsunamis qui sont en train d'arriver sur les e-commerçants, qui étaient le no-code et l'automatisation et les IA. Si les gens ne le maîtrisent pas, les e-commerçants ne le maîtrisent pas, ils vont se faire exploser la tête à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, de plus en plus de chefs d'entreprise e-commerçants maîtrisent ces 2 sujets. Et en fait, vous avez une armée, en gros, à votre disposition, intelligente. Le no-code, c'est quoi? Le no-code, en fait, j'arriverai après sur ta création d'article. Le no-code, c'est une capacité à devenir un mini-toi développeur, mais sans être développeur. Ça veut dire qu'en gros, on a des outils comme Make. Hop, je vais te montrer cet outil-là. On va se mettre sur Make, ici. Et cet outil, en fait, c'est une sorte d'assistant, pas intelligent pour le coup. Alors, c'est un assistant où on va lui dire, OK, tu fais telle action et tu fais telle autre action derrière, et si c'est telle autre action, tu fais telle autre action. Et en fait, tu n'as pas besoin d'être développeur. Donc, je prends un truc tout bête. On va prendre, tiens, moi de mon côté, en administratif, quand on achète mes formations. Ah pardon, désolé. Merci. Hop, hop, stream, tac, tout l'écran. Donc le logiciel s'appelle Make. Il y a 2 outils en fait qui existent. Alors il y en a 3 même. Il y a Zapier que beaucoup de gens connaissent, Make qui est l'outil intermédiaire qui est celui qui a la plus grosse valeur, et pour les experts Nmeted. Nous on va utiliser, moi principalement j'utilise Make. Make, donc vous tapez mke.com et vous avez en fait ce type d'outil. Et cet outil en fait, typiquement là, vous voyez qu'en fait tous les petits ronds ici, ce sont des actions qu'on surveille, d'accord, et que le robot va faire à ma place. Donc là, typiquement, quand quelqu'un achète une de mes formations, ici, le robot détecte l'achat de la formation. Une fois que cette action, il va avoir des conditions en disant est-ce que c'est la personne a payé, donc elle va être ici, est-ce que la personne a un abonnement, alors elle va être ici, etc., etc. Et en fait, au lieu que ça soit moi qui manuellement fasse chacune des actions qui est ici, c'est le système qui le fait. Et vous voyez par exemple là, ça va ajouter une ligne de détail de commande. Ça, en fait, normalement, il faudrait être un développeur pour pouvoir se connecter. Ici, il suffit simplement de régler en disant c'est dans mon drive, c'est dans tel classeur, et tu mets telle information à tel endroit, et c'est fait. Donc, on n'a pas besoin d'être développeur pour le faire. Pour vous donner un ordre d'idée, ici, là, chacune des modules, c'est à peu près 2 minutes de mon temps. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, à en dire 28. J'ai eu 5000 commandes cette année. 28 fois 5000 commandes, c'est 140 000 minutes de mon temps, ou d'un temps de mon équipe qui devrait être fait. Que je divise 60, ça fait 2300 heures que je divise par 24. J'ai économisé 97 jours juste avec ce processus-là. Donc pour un chef d'entreprise, même pas un e-commerçant, mais un chef d'entreprise, la première vague, c'est le no-code. La deuxième, c'est le célèbre Chat GPT. Alors attendez, hop, je vais faire ça de cette manière-là. Je vais ici, paramètres, hop, hop. Chat GPT. Donc Chat GPT, en fait,
vous avez trois grandes... on va arriver chez toi, en fait, dans ta problématique à toi. Donc, vous avez trois types d'IA qui sont super intéressantes. ChatGPT, que la plupart des gens connaissent. Claude, qui est meilleur que ChatGPT sur du copywriting en tant que tel. Et vous avez Perplexity, en fait, qui est encore meilleur que les deux autres sur des domaines d'actualité. Vous savez que les IA, en fait, elles ont une base de connaissances qui est plus ou moins réactualisée. ChatGPT, on s'arrête à peu près à janvier 2024 maintenant. Donc, il nous manque, en fait, entre janvier et juin. Si vous lui demandez qui a la médaille d'or au JO là tout de suite, elle ne l'aura pas tout de suite, ce truc-là. Donc en fait, avec ces deux éléments-là, on rajoute de l'intelligence à notre automatisation. Et dans ton cadre à toi, en fait, il y a une problématique qui est la suivante. C'est que l'idée de produire des articles, ça prend du temps. Et tu n'as pas forcément de temps. Premier sujet. Donc, on va se retrouver dans un premier sujet avec l'IA qui peut être intéressante. C'est au lieu d'aller réfléchir à toutes les idées d'articles qu'on pourrait avoir, on va se dire, bah, toi, par exemple, tu fais de l'automatisation de PPC. Tu pourrais très bien, en fait, alors moi, je vais me simplifier la tâche, hein, mais tu pourrais créer un prompt qui dit, voilà, donne-moi les 20 idées autour du sujet de l'automatisation des PPC. Alors moi, je vais le faire avec un assistant que je me suis programmé moi-même, où je vais lui dire automatisation PPC. Alors là, j'utilise ce qu'on appelle un GPTs. C'est en fait un modèle que j'ai bien programmé moi-même, où je vais rajouter des connaissances dessus. Et là, en fait, le système va dire, OK, moi, voilà les thèmes que je te propose. Ça, il va même te donner, en fait, l'URL de la page que tu devrais mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, il a structuré son truc en disant, je te propose les 20 pages qui vont te permettre de générer la page qui s'appelle l'automatisation PPC, donc ça pourrait être ta page d'accueil de PPC Assist, et là, tu vas devoir créer 20 pages qui sont l'introduction à l'automatisation, les avantages de l'automatisation, etc., etc. OK ? Ça, c'est le premier sujet. Donc, en fait, tu as déjà une première chose qui est un assistant qui va te permettre d'avoir toutes les idées dont tu aurais besoin. Tu vois, par exemple, automatisation des PPC pour les petites entreprises, etc., etc. Et là, imaginons, je te dis, bah ok, tu sais qu'en fait, on doit travailler ce qu'on appelle un cocon lexical. Le cocon lexical, c'est qu'à une page donnée, tu vas mettre des pages dessous qui vont permettre de mieux référencer ta première page, puisque tu lui envoies en fait ce qu'on appelle du jus, des liens internes. Mais imaginons que tu te dises, ok, je voudrais envoyer aussi du jus sur la page 17. Donc, c'est-à-dire automatisation des petites. Et je vais lui dire, fais-moi les 20 pages sur le point 17. Donc là, on le travaille comme un assistant, hein, d'accord ? Et là, le système, il dit, bah, ok. Voilà les 20 suivantes pages. En fait, en gros, en moins d'une heure et demie avec cet assistant-là, par exemple, mais tu peux faire le prompt, hein, c'est toi qui le dis, voilà, fais-moi les pages. Tu as réglé, en fait, 400 pages, puisque tu en as 20 premières, 20 suivantes, tu as réglé le contenu de ton année, en fait, de blog directement sur l'automatisation. Et tu as vu, ça n'a pas pris énormément de temps. Hein. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, tu dis, ah, c'est gentil, mais il fait que des listes d'idées. Alors déjà, les avoir, ça donne ça. En fait, ça va être important quand on va aller à la fin de la mécanique pour pouvoir créer en fait tes pages à l'intérieur du blog. Deuxième sujet, là, en fait, je vais retourner dans l'outil Make en face. Moi, j'utilise une automatisation. Vous allez comprendre en fait. De l'autre côté, tac, 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 tac. On va aller sur support ici. Donc là, on est sur tous mes outils d'automatisation, d'accord ? Et il y en a un que je vais appeler SEO ici, qui va me permettre de faire une chose. C'est de dire, là, je vais avoir des idées d'articles. Hop, je reviens. Une idée d'article. Cette idée d'article, je vais traiter les données ici et je vais demander à ChatGPT. Je pourrais le demander à Claude, comme je pourrais le demander, en fait, à Perplexity. Et pourquoi d'ailleurs tu utilises ChatGPT plutôt que Claude ou Perplexity ? Comment ? Pourquoi tu utilises ChatGPT plutôt que Claude et Perplexity ? Parce qu'en fait, GPTs est moins coûteux que Claude et moins coûteux que Perplexity en attaque d'API. C'est juste d'un point de vue économique. Je te montrerai d'autres mécaniques de scénario qu'on pourrait inventer derrière. En fait, quand vous maîtrisez bien l'outil Make, là, en fait, vous voyez que je pourrais très bien, moi, dire à ChatGPT ici, je vais faire ultra simple. Écris-moi
un article. Alors ça, en fait, c'est pas hyper optimum, hein, mais écris-moi un article sur le point 17. Et là, il vous écrit en fait l'article sur le point 17. Donc on revient hein, sur la partie petites entreprises. Et donc il peut vous écrire un article et en fait en quelques secondes derrière. Alors là, il n'est pas hyper optimisé parce qu'en fait, il n'a pas les connaissances de toutes les règles de référencement qui sont les nouvelles règles arrivées sur Google, etc. C'est pour ça qu'en fait, on utilise nous en fait des prompts qui sont beaucoup plus avancés à l'intérieur des trucs. Mais ça, c'est du travail à faire derrière. Mais vous voyez que vous pourriez le faire manuellement ici. L'idée que tu me dis, ouais, moi je suis long, etc. L'idée, c'est de se dire, je vais créer en fait un petit Google Sheet où je mets toutes mes idées ici. Ici, je lui dis, bah voilà, dans la langue que tu veux faire. Donc toi, tu me disais aussi que tu étais en anglais et en français. En anglais, ouais. Rien ne t'empêche de dire, bah tiens, je le veux en indien ou en anglais. Il le fera en indien si tu veux, pas de souci. Tu vas définir ton style. Tu pourrais même lui demander à GPT d'étudier ton propre style à toi. Ok, donc là, par exemple, moi j'ai mes 6 articles. Est-ce que je peux utiliser ces 6 articles comme base pour générer des articles avec le même style? En fait, tu pourrais très bien dire, dans le premier sujet que je te disais ici, tu pourrais très bien lui dire, là, ton idée d'article, en fait, tu vas prendre le titre, ton titre H1 de ton premier article et dire, donne-moi les 20 pages piliers, en fait, pour ça. On est OK ? Et en fait, l'idée qui est derrière, alors je vais pas vous le faire tourner parce que ça prend 5 minutes à peu près pour le mettre en place, mais l'idée, tu mettrais ton idée d'article ici, tu dis en français, dans ton style à toi, style tutoriel, parce que généralement, tu es en tutoriel, c'est généralement ça qui te permet de te paramétrer le truc. Tu choisis ton modèle GPTs. Alors, les modèles, en fait, celui-ci, là, le 1106, c'est celui qui est le plus avancé et le moins coûteux. Tu en as d'autres comme le GPTs 4.0, en fait 4O, etc., en fait, qui sont plus avancés. Donc, c'est à vous de décider de celui que vous faites. Le 3.5 est très, très peu coûteux. Pour vous donner un ordre d'article, le 4, là, ça me coûte moins de 10 cents pour créer cet article-là de 500 à 1000 mots. C'est-à-dire que ça respecte même, donc ça respecte toutes les guidelines de Google pour avoir les titres en H1, les titres en H2, le sous-titrage H3, la zone de fac, c'est-à-dire qu'en fait, l'article qui va générer même, c'est les propres questions et les réponses derrière. Et ça, en fait, en 5 minutes, tu le fais, ce qui fait qu'en une journée, tu as créé tes 400 contenus pour toute ton année de blog. Rien ne t'empêche de rajouter, de relire, de machin, etc. Mais déjà, brut de déco. Alors, ce que tu t'aperçois pas là, c'est que tu as tout le code HTML hein, qui a été intégré moi de mon côté parce que bah, là, je le fais sur Google Doc parce que j'ai besoin en fait de faire mes modifications. Ouais. Si je veux l'envoyer sur WordPress, par exemple, derrière. En fait, alors moi, je le fais pas l'envoi sur WordPress de l'autre côté parce que je veux les réintégrer, mais rien ne t'empêche, une fois l'article est finalisé, de rajouter en fait une fonction. Il existe un module qui s'appelle WordPress, création de poste, et là tu vas dire ta balise H1, pof, ta balise H2, pof, ta balise H3, pof, ton texte, pof, pof, pof. En fait, c'est une sorte d'énorme copier-coller de ce que tu as généré en contenu ici. En gros, il prend ça, il colle de l'autre côté. Ton article, tu sais, quand tu as ton article, bah, tu mets ton titre d'article en titre, et en plus, pour rappel, il va lui imposer en fait ce nom en fait d'URL. Tu sais, dans les URL en fait sur WordPress, c'est la même chose. Moi, j'utilise plutôt Webflow. Et donc, résultat des courses, il suffit simplement de dire go, 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 tu lances. Et en fait, tous les articles sont faits. On pourrait même pousser plus loin le vice. C'est que ici, tu pourrais rajouter une date. Tu rajoutes ta date. On est par exemple là le 31 juillet, 1er août 2024. Et en fait, dans la mécanique de mec, ce que tu lui fais, c'est qu'au lieu de le lancer à la demande, tu vas le lancer en fait dans la mécanique en disant chaque jour à minuit, et en fait tu as une condition qui va aller chercher l'article que tu veux générer en fait le 1er août, le 2 août, le 3 août, le 4 août, et ça crée tes articles au fur et à mesure. Donc ce qui fait qu'en fait tu as ton rédacteur qui est prêt là. Tu vas l'affiner, et pour ça en fait que moi quand je rajoutais style ici, là c'était pour l'exemple d'une formation que j'avais proposée au mois de, je crois que c'était au mois de mars, mais l'idée en fait c'est qu'ici, ton style, tu vas le faire étudier par l'IA, faire la description de ton style, et en fait à la fin, ils ne verront quasiment plus la différence entre toi qui as écrit ou une IA qui a écrit pour toi.
Et ça, c'est une tuerie. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, quand je disais il y a une vidéo YouTube en fait autour de ce sujet-là qui dit attention, il y a 2 tsunamis qui vous arrivent pleine balle en 2024. Si vous ne maîtrisez pas les outils de no-code et les outils d'IA, vous allez perdre sur tous les terrains. Là, on parle du SEO, mais j'ai la même chose sur un Instagram. Je peux générer un compte qui fait 3 posts par jour sur Instagram de manière automatique, qui fait les réponses de l'autre côté. Au mois de septembre, on sortira une formation autour des newsletters en automatique. Alors qu'en fait, toute ta base de données client va être animée. Donc, en dehors de ta problématique SEO, qui est réglée là, en fait, avec de l'IA et de l'automatisation, c'est de prendre du recul en disant, mais en fait, toutes les fonctions de base d'animation de communauté, je pourrais déléguer une partie de ça à une IA et à des outils d'automatisation. Ça va, c'est clair ? Très clair. Toi, sur Nanaka, tu fais tourner un blog où tu utilises un petit peu ces méthodes-là ? Alors, je les ai en tâche de fond tout de suite. C'est-à-dire que je le mets pas en place. En fait, je le mets pas en place là, simplement parce qu'avec tous les soucis de santé, tous les machins comme ça, j'ai pas eu le temps de faire tous les trucs. L'idée, en fait, là, quand je te montrais en fait ces automatisations, c'est que je produis des formations dans un objectif d'améliorer la performance en fait des vendeurs. Donc en fait, je l'ai travaillé là-dessus parce que j'ai ce besoin-là. Je l'ai travaillé. Mais j'ai pas eu le temps je l'ai activé pour un programme d'affiliation à côté, mais j'ai pas eu le temps de l'activer de mon côté. Pour donner un ordre d'idée, ça te donnera des idées d'ailleurs à toi, de l'autre côté. Pour des articles de contenu, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je fais mes vidéos YouTube, je travaille un script derrière. Et ce script-là, en fait, il va être envoyé auprès de tous ces processus-là, donc processus Instagram, processus de création d'articles, processus de création de newsletters, qui font qu'en fait, à partir de septembre, tout est automatisé de la production de la vidéo. Alors, pas automatisé sur la production, c'est moi qui l'écris. Mais une fois qu'il y a ça va créer en fait le post sur le Facebook, les 3 posts sur Twitter, l'article de blog avec la vidéo YouTube qui est intégrée dedans, la newsletter qui va alerter la communauté et tout va être mis en place. Et ça, en fait, ça me fait gagner un temps de dingue. Ok. Mais toi, sur ta chaîne YouTube, tu pourrais faire exactement la même chose. Ouais. Ouais, ça marche. Où est-ce que je peux trouver plus de contenu par rapport à ça pour rentrer dans le concret, utiliser les automatisations là que tu m'as montré ? Plus de contenu, c'est-à-dire plus de contenu. Désolé, j'ai bugué sur la question. Sur l'automatisation là que tu m'as montré pour générer le blog, où est-ce que je peux retrouver ça pour le mettre en place moi sur mon blog ? Alors moi j'ai une formation, mais c'est pas le sujet. Tu vas en fait, qu'est-ce que je pourrais avoir comme bon contenu en fait là-dessus? Putain, alors je te les mettrai en lien parce que j'ai 3 Américains qui sont très très bons en automatisation. Ouais. Je te mettrai les 3 liens. Alors, parce que là, en fait, si je commence à te les présenter là, je vais y passer 2 plombes. Je te mettrai les liens, en fait, dessous de 3, en fait, très, très bons aux États-Unis là-dessus. Ok, ça marche, top. Comme ça, on les partagera en dessous de la vidéo. On va passer à la 3e section. Elle va être un petit peu moins longue. C'est la section avec la question putaclic. Le concept est assez simple. Je vais te poser 3 questions. Sur ces 3 questions, tu en choisis une. Tu réponds de manière transparente. Tu as 30 secondes pour répondre. Tout ce qui dépasse les 30 secondes, ce sera du chinois. T'es prêt ? Ouais, ça va être dur. Alors, dans les 3 questions que tu peux choisir, la première question, c'est est-ce que Amazon est mort pour les nouveaux vendeurs, pour toi, avec l'évolution que ça prend ? La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu penses du dropshipping ? Et la 3e question, c'est que penses-tu d'Olivier Alain ? Alors, je vais répondre à la première. En fait, est-ce que Amazon est mort en fait au départ ? Non, il n'est pas mort pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart des gens ont de la testostérone, c'est-à-dire qu'ils pensent être leader du marché. L'idée quand tu vends sur Amazon et que tu débutes sur Amazon, mais même plus tard, c'est pas d'être leader de ton marché. C'est de faire ton objectif de financier. En gros, pour faire simple, je caricature. Si tu veux faire 2500 € de salaire, ça te fait 5000 € de sortie chaque mois. Si tu fais 20% en fait de marge, c'est vrai que tu dois générer 25 000 € de chiffre d'affaires. 25,000欧元，好，按照平均价格25欧元，这意味着1000件产品。这1000件产品，我为了避免风险，你把它除以5，你会找到物种每种能卖到200件的产品。你的目标是，即使你买的10件圣诞礼袋只卖出了200件。你已经赢了，所以呢，你会很顺利的卖掉这200件货呢。事情就是这样，而且亚马逊并没有死，总是有新的卖家。这不是要成为领导者，只是为了实现你的财务目标，就是这样。On va passer à la section 4.
Donc la section 4, on va rentrer un petit peu plus dans le perso. Moi, il y a pas mal de sujets qui m'intéressent. À chaque fois qu'on fait des appels comme ça, je vois que tu bosses sur plein de trucs différents, entre l'IA, l'automatisation, les formations. Il y a vraiment plein de trucs et tu sors plein de contenu tout le temps. Un des sujets qui m'intéresse de creuser, c'est comment tu t'organises aujourd'hui. T'as combien de personnes derrière toi? C'est quoi la grosse équipe qui permet de sortir tout ce contenu, ces formations? C'est quoi ton organisation? Quand est-ce que tu te lèves? C'est quoi la répartition un peu entre vie perso et vie pro? Si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de par en fait mon état de santé, ça m'a forcé à devenir psychorigide. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des gros problèmes de santé, ou j'ai eu des gros problèmes de santé, qui font que, en fait, l'année dernière, par exemple, je n'ai travaillé que 5 mois sur 7 en temps cumulé, entre guillemets. Ça ne m'a pas empêché sur l'organisme de formation d'atteindre à peu près les 230 ou 240 000 euros de chiffre d'affaires, et donc, comme moi, je suis solo, je suis obligé de me sécuriser. C'est-à-dire qu'en gros, je dois faire en sorte d'être le plus productif possible. Donc, tout ce que je vais vous dire derrière, il est quasiment contraint et forcé. Ça m'a forcé à être beaucoup plus productif. Premier sujet, vous en avez entendu parler, en fait, c'est que tout ce qui est à faible valeur ajoutée, je le confie à de l'automatisation. Ça, c'est le premier sujet. Dès que je peux, c'est de l'automatisation. Ça me permet d'avoir une armée en fait de robots qui vont faire différentes mini-tâches derrière. C'est même en fait du type le rappel d'un rendez-vous avec le changement des données quand quelqu'un m'appelle en fait en visio pour une vente d'une formation. Ben en fait, toute la synthèse de la réunion est faite par une automatisation avec une IA, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai une mécanique où je me porte pas à 1 an, 2 ans, 3 ans. Je me fixe un grand objectif à 1 an. J'y reviens jamais, et en fait, c'est tous les 3 mois que je le remets en cause. Et en gros, quand je me fixe mon objectif tous les 3 mois, je me dis, bah tiens, je voudrais atteindre ça à la fin du trimestre, ça à la fin du trimestre, ça à la fin du trimestre. Donc chaque trimestre, j'ai une demi-journée en fin de trimestre qui est réservée pour ma définition des 2 ou 3 enjeux que j'ai pour le trimestre suivant. Pas plus, j'en ai pas besoin de plus. Je suis même pas sûr d'être capable de les faire, mais j'en ai pas besoin de plus. Dans mon organisation, chaque mois, je me définis mes objectifs du mois et chaque semaine, mes objectifs de la semaine. Chaque jour, je sais exactement ce que je vais faire comme tâche. Le jour d'avant, c'est le maximum. C'est-à-dire qu'en gros, je ne peux pas arriver une journée sans avoir mon planning qui est calé. C'est pas possible. Tu peux pas arriver le matin, et moi, je peux pas y arriver en disant « Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» C'est là où je dis que je suis psychorigide et que ça fait rire tout le monde. Mais en fait, tu peux être qu'un robot en fait quand tu es tout seul. Et je suis tout seul. Il y a une seule personne à qui j'ai commencé à déléguer des tâches. Quand tu parles de grosse équipe, j'ai qu'une seule personne qui est en freelance, qui s'appelle Karen, sur lequel je me repose de plus en plus sur l'administratif. Sinon, c'est moi en fait qui fais les éléments. Donc, tu n'as pas le droit. Donc, en gros, dans l'organisation, je me définis mes grands enjeux du trimestre. Chaque mois, je remets en cause cet enjeu-là en fait du mois. Chaque semaine, je planifie mes éléments et on va dire au maximum du maximum. Ce soir, si j'ai pas mon planning du jour d'après, je le définis avant de couper derrière. Maintenant, on en arrive au planning de la journée. Le planning de la journée, pour moi, il commence à 5h du matin. Alors, on va me dire, waouh, putain, c'est un truc de fou, 5h du matin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mon épouse, qui est en fait technicienne de laboratoire, qui doit se réveiller à 5h30 du matin. Donc, en gros, par ma vie de famille, je me réveille à 5h du matin pour préparer le petit-déj, etc., etc. Avant, je courais, maintenant, je peux plus courir, donc j'allais courir à 5h du matin, j'avais préparé le petit-déj, j'allais courir. Là, à 5h du matin, c'est ma veille, c'est-à-dire que je prends mon bol de café, j'ai préparé le petit-déj pour mon épouse, j'ai ma veille, je descends sur l'ordinateur et je commence à faire ma veille de toutes les actualités sur Amazon, etc., etc., pendant 1 heure, 1 heure et demie. Formation comprise dedans, c'est-à-dire que je me forme tous les jours, au moins 1 heure. Je suis un grand acheteur de formation. Donc pendant 1 heure, on va dire de 5h à 6h30, c'est veille plus formation. À 6h30, douche. 7h, je suis au taf. Et jusqu'à midi et demi, max, personne n'a le droit de m'appeler. Mon téléphone est retourné. Il n'y a même pas de vibreur. Les seuls qui ont une fonction vibreur dans mon truc, c'est ma famille, donc mes 2 enfants et ma femme. C'est tout. Mais tout le reste, alors ça défrise plein de gens qui essayent de m'envoyer des SMS, des machins. Jamais. Pourquoi ? Parce que les matinées sont là pour que je produise. Et que je produise. Tu vois, par exemple, toi, en fait, on est connecté à 11h, ça fait partie de ma production. Ça fait pas partie de mes rendez-vous clients ou des choses comme ça. Donc, je produis mes formations, je produis un ensemble de choses. Et maintenant,
de par le fait que je suis habitué depuis 2020, en fait, je peux produire une formation en 3-4 jours. Les petites formations, tu sais, chaque mois, c'est 3-4 jours de durée de production. Donc, en gros, tous les matins sont réservés à ma production, que ça soit du contenu vidéo YouTube, de la newsletter, des choses comme ça, ou de la programmation de formation, c'est réservé à ça. Et les après-midi, c'est le côté commercial de la chose, c'est les rendez-vous, les coachings, les choses comme ça, en fait, les réponses à la communauté, etc. Et ça, c'est les après-midi. Le grand enjeu pour moi, pour l'année prochaine, c'est d'atteindre globalement 500 000 euros de chiffre d'affaires. Je vais pivoter, j'ai 2 activités. Accompagnement de data d'un côté, donc il y a une première société où j'accompagne des grands comptes à l'analyse de données. Et l'autre côté, là où je prends encore plus mon pied, c'est la production de formation. Alors, on va pas se le cacher, hein, c'est aussi rentable, si c'était plus rentable que l'accompagnement en data. C'est aussi pour ça, mais en fait, l'idée, c'est de pivoter mon activité là-dessus en disant, le deal, c'est que de 5h à 13h, je travaille et qu'à partir de 13h, j'ai arrêté de travailler. Ça ne veut pas dire que je vais réussir, ça veut dire que je vais mettre tout en branle en fait derrière. Mais donc dans mon organisation, c'est vraiment en fait ce qu'il faut retenir, c'est être psychorigide, d'être hyper égoïste sur son temps. On peut faire des cadeaux, mais une fois qu'on a rempli son baril de rhum, ça m'arrive d'offrir des heures de coaching, des choses comme ça, mais quand j'ai fait mon taf de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si j'ai fait mon chiffre d'affaires, que j'ai produit ce que j'avais à produire, etc., et même là, je suis en retard en ce moment à cause de mes problèmes de santé. C'est-à-dire que vraiment, en fait, tu as prévu un planning et puis tu as des traitements qui te mettent à genoux. Résultat des cours, t'es planté. Heureusement que j'ai cette organisation-là pour globalement en 1, 2, 3 semaines récupérer mon retard, parce que pendant, en fait, c'est, on va dire 7h du matin à 12h30, 1h, je pense être un des plus productifs possibles, parce qu'en gros, je suis concentré sur mon truc et je ne fais que ça. Ouais, tu dis, ça, c'est tout le temps la même chose les matins. Il n'y a pas un moment où tu vas switcher, même si tu es en retard sur d'autres trucs, tu vas pas rattraper sur ça. Non, en fait, faut rester là-dessus. Et c'est un des enjeux qui est le plus difficile quand tu es tout seul, c'est que c'est facile, tu as ton canapé qui est à côté, tu peux regarder des vidéos YouTube, du TikTok, du machin, du truc. Et moi, en fait, dans mon cas, en plus, comme il y a beaucoup de veille, c'est super dangereux parce qu'en fait, tu peux te faire embarquer 2 heures de ton temps et c'est mort, c'est fini. Tu as perdu 1 heure, en fait, dans ton truc. Donc vraiment, en fait, c'est quelque chose où je m'interdis de faire autre chose que la tâche sur laquelle je suis. Et en gros, ça, c'est ce qui fait que, au final, et je reprends ça, et c'est surtout pas pour me la péter, c'est... j'ai fait 230 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière avec 5 mois d'activité. Ce qui fait qu'en fait, même mon avocat en fait qui traite les sociétés, je gagne plus que lui en temps-heure parce qu'en fait, j'ai été suffisamment productif de l'autre côté. Alors, ça ne veut pas dire que je vais faire comme les très grands. Tu parlais d'Olivier Alain, d'Oseille TV, des choses comme ça. Ils font des millions d'euros en formation. Je ne fais pas ça. Je suis un microbe dans le game. Par contre, je suis quasi convaincu en fait que je suis plus productif dans mon temps à moi et que je vais atteindre quelque chose en fait sans avoir besoin. Et je finirai là-dessus sur ce point-là. C'est qu'en fait, quand on va dépasser un certain niveau de chiffre d'affaires, comme un Olivier Alain, comme un Oseille TV, comme d'autres, vous commencez à déléguer. En fait, ils commencent à déléguer à des équipes. Je suis nul en management et je veux pas me prendre la tête avec ça. Je l'ai fait pendant des années. J'étais directeur commercial, marketing et de la communication. J'ai géré des équipes jusqu'à plus de 80 personnes, mais ça m'a mis à genoux parce qu'en fait, on gère que des petits problématiques des gens. On essaie de les motiver à faire leur travail, alors que dans mon monde à moi, en fait, on n'a pas à les motiver. C'est on le fait ou on le fait pas, quoi. Point. Et là, en fait, c'est pour ça que dans mon truc, je vais avoir un plafond de verre que je vais pas vouloir dépasser, les célèbres 500 000 euros, parce que je pense que avec des outils d'automatisation, de l'IA et ma productivité, je suis capable d'atteindre 500 000 euros en ayant peut-être qu'une seule personne sur laquelle je vais me poser pour la partie administrative, et c'est tout. Et ça fait plus d'1 an que je travaille avec elle. Elle a passé toutes les étapes parce que je suis un gros chieur, vraiment en fait. Mais quand je dis chieur, c'est pas méchant, mais c'est quand je te dis que je sais pas déléguer les tâches, c'est qu'il y a un moment en fait, c'est pas simple de travailler en fait les uns avec les autres. Et moi encore plus de l'autre côté. Donc résultat des courses, moi 500K c'est le maximum de maximum que je me fixe. Je pense que je suis capable de l'atteindre. Et chapeau bas à tous ceux qui sont capables de déléguer en fait et de faire des équipes et d'exploser leurs ventes au-dessus. Ça va, c'est clair ce que je viens de dire? Franchement, c'est nickel. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, je vais juste creuser sur certains points. Au début, tu as parlé d'objectifs tous les 3 mois. Ces objectifs, c'est quoi? C'est des objectifs chiffrés? C'est des objectifs en termes de choses à accomplir? Alors, il y a toujours un objectif chiffré, tout le temps.
Ouais. Par exemple, pour les 3 prochains mois, c'est quoi tes objectifs? Ah, mais pour les 3 prochains mois, c'est simple, c'est de faire 90 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi c'est 90 000 euros de chiffre? Alors, quand je parle de chiffre d'affaires dans mon monde à moi, en monde des formations, on fait entre 60 et 70% de marge minimum. Donc, en gros, le delta, en fait, vous, dans votre monde, le monde de la vente de produits, on va parler de marge parce que les marges sont beaucoup plus restreintes. Moi, je peux continuer à parler de chiffre d'affaires parce que c'est tellement large qu'on n'a pas ce souci-là. On va mettre des gifs de plein d'argent qui tombent partout, là. Ouais, alors non, mais encore, alors c'est pas le sujet, mais en fait, ça, c'est le premier enjeu, c'est de dire, j'atteins les 90K sur ce trimestre-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une structure qui m'a planté la tête au mois de novembre dernier, qui m'a fait une caisse de 135 000 euros. Et pour réussir à atteindre, en fait, globalement, les 20 000 euros de bénéfices à la fin sur l'organisme de formation, il y a mon salaire qui est compris derrière. Donc le bénéfice, c'est juste le bénéfice avec le salaire qui a été, parce que je suis salarié, dans toutes mes boîtes, c'est obligatoire. Ça pourrait peut-être être un thème plus tard de pourquoi en fait je me salarie et plutôt pas distribuer du dividende. Et ces 90 000 euros, ça va me permettre d'atteindre les 20 000 euros de bénéfices tout en enquillant les 135 000 euros en fait de pertes supplémentaires derrière. Alors j'ai déjà épongé la plupart, mais c'est pas simple quand t'enquilles une société qui te met une caisse de 135 000 euros. Donc c'est pas simple. Donc ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, en fait, c'est de dire, comme j'ai des problèmes de santé, je n'arrive pas à produire aussi bien que vous, de manière régulière, des vidéos YouTube en organique. Donc, il faut que je trouve une autre solution. Cette solution, c'est de créer des vraies bonnes vidéos YouTube, 1 à 2 par mois maximum. De l'autre côté, c'est de produire de la publicité pour amener du trafic, en fait, payant dessus. Et donc là, en fait, ça fait depuis le challenge du mois de juin où tu as participé. Et en gros, c'est de monter en puissance sur la partie publicité, YouTube, Facebook, etc., pour entrer dans ce qu'on appelle des funnels de vente, pour me permettre, en fait, globalement, en sortie en septembre, de maîtriser l'intégralité en fait des formats publicités, de savoir la chaîne de production, c'est là où Karen intègre puisqu'elle va faire du montage vidéo et en fait en disant on intègre toutes nos contraintes, donc là on est en format apprentissage, donc vous allez voir de temps en temps apparaître des pubs de ma part, cliquez dessus si ça vous intéresse, mais de l'autre côté c'est simplement moi qui vais tester quels sont les bons formats, qu'est-ce qui se passe, comment en fait on fait de l'administratif derrière, combien de temps ça me prend pour que tout le processus on va dire industriel soit fait de telle manière à ce qu'en octobre, quand on a une vente d'une formation, elle doit produire 3 vidéos en fait derrière de publicité. Ces 3 vidéos doivent rentrer dans une audience X, etc. Ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif que j'ai, c'est en fait celui autour des challenges que je parlais tout à l'heure. J'ai pris mon pied en fait en 2022 sur le premier challenge. C'est là où on s'est rencontrés là pour la première fois sur un challenge qui s'appelait Amazon PPC rentable. S'en suivi en fait 2 ans de galère de santé. J'ai régénéré un autre challenge au mois de juin pour donner un ordre d'idée. Les résultats financiers de ce challenge, c'était 5 jours où en fait je formais les gens à avoir leur compte publicitaire de manière rentable. Ça m'a généré presque 90 000 euros en fait au final de retombées financières. Donc 5 jours, 90 000 euros. Alors c'est très fatigant, mais c'est exceptionnel en termes de chiffre d'affaires et c'est aussi exceptionnel en termes d'expérience humaine. Et l'idée, c'est de dire comment j'arrive à m'organiser là pour produire une fois par mois, en fait, un challenge qui est soit sur la partie PPC rentable, soit sur la partie là, le prochain en septembre, qui arrivera fin septembre, c'est un challenge sur 3 jours sur comment organiser votre rampe de Noël. Et en fait, l'idée qui est derrière, c'est bien évidemment, moi je suis un chef d'entreprise, donc l'idée c'est que si je fais une action, elle doit me rapporter de l'argent. Mais l'autre idée, c'est comment j'amène de la valeur à des gens, parce que comme si j'amène cette valeur, ça veut dire qu'à terme, et ça a été prouvé par les chiffres, ça devient mes clients. Et en fait, le sujet, c'est comment je produis ça de la meilleure qualité possible. Donc c'est mes 3 enjeux. Et j'en ai un dernier, mais qui est tous les trimestres, mais qui est sous-jacent à ça, c'est que j'ai 60 formations à peu près maintenant. Et en fait, l'idée, c'est chaque mois, il y a en fait 1 à 2 formations qui reçoivent une enquête de satisfaction pour tous les membres. Et je leur demande en fait ce qui est bien, ce qui va pas et ce qui manque. Et l'idée, c'est qu'en fait, sur le Q4, donc là, on prépare le Q4, mais en gros, j'ai tous les retours pour refaire toute une session de mise à jour en fait derrière. Donc voilà, sur les objectifs. Ok, ça marche. Et tous les trimestres, en fait, je me définis ça le trimestre d'avant. Ok, hyper clair. J'ai une autre question par rapport à ton organisation. Donc le matin, tu te formes. Tu suis quoi comme formation en particulier là, par exemple, en ce moment? Là, en fait, j'ai des formations sur...
Là, je deviens increvable sur tout ce qui va partir sur du TikTok, mais en TikTok shopping. Okay. Premier sujet. Deuxième sujet, en fait, il y a toute la partie en fait qui est Perplexity, qui a vraiment un gros système d'IA. Alors, je suis principalement sur des formations en fait qui sont plutôt américaines. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont globalement 12 à 18 mois d'avance sur nous. Tu pourras en partager quelques-unes qu'on puisse mettre en bas de la chaîne. Sans problème sur le sujet. Pareil, je prends en fait, alors si vous voulez un système de veille, ça paraît très con, mais allez en fait sur des systèmes en fait comme les Udemy, les machins comme ça. Vous allez voir en fait udemy.com va vous permettre en fait de détecter les grandes tendances en fait des américaines de ce qui va arriver en marketing plus tard. Je prends un dernier élément en fait de formation. Je suis en train de me former parce que ça va arriver très fort sur Amazon. Alors c'est pas encore sur Amazon, mais ça va arriver. C'est ce qu'on appelle les UGC. Alors pour les gens en fait qui savent pas ce que c'est que l'UGC, en fait c'est du contenu normalement produit par l'utilisateur, d'accord? Donc en gros, quand je vous demande une recommandation, en fait c'est du contenu en fait produit par vous. Sur Amazon, ça va être une des grosses tendances 2024-2025 de produire, puisqu'on a de plus en plus de vidéos, et c'est comment on intègre en fait de l'UGC à l'intérieur de nos publicités vidéo ou de nos contenus fiches produits, tout en faisant en sorte que ça soit pas John Doe, en fait, machin, tu sais, le truc un peu too much. Et en fait, il y a 2-3 formations qui sont aux États-Unis là-dessus qui sont plutôt pas mal. Ok, ça marche. Je sais pas si tu as vu, tu as un soft IA qui te permet de générer des UGC, mais tout est fake. La personne, je le partagerai aussi dans la chaîne. Tout est fake, mais tu le remarques pas. Tu le remarques vraiment pas. Ok, cool, ça marche, très clair. Merci d'avoir partagé ça. On va passer à la 5e et dernière section qui va être assez courte pour la première vidéo. En gros, c'est une section où on va répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions déjà pour le prochain épisode, vous pouvez les poser en bas de la vidéo. Et pour cet épisode-là, on a une seule question. C'est une question de Kevin qui nous demande quels sont les éléments clés à optimiser dans une campagne PPC Amazon pour obtenir un bon ROI dès le début. Alors déjà, en fait, premier élément, en fait, moi je parle jamais de ROI parce que le ROI, en fait, il n'a pas d'éléments probants. Alors attends, je vais reformuler. On va enlever la notion de ROI pour moi. Pourquoi? Quand on fait de la pub, il faut déjà se définir son objectif. Surtout sur Amazon. On a la chance sur Amazon, à la différence d'une pub Google ou d'une pub Facebook, qu'on n'est pas lié à l'environnement de la publicité. Je m'explique. En gros, quand vous faites une pub sur Facebook, comme moi, par exemple, quand je vends mes formations ou une pub sur YouTube, ce que je dépense en publicité, c'est là où il y a le ROI, il faut que je gagne de l'argent de l'autre côté parce que ça ne m'aide pas sur d'autres éléments. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que ça soit rentable, ma publicité. Sur Amazon, vous pourriez très bien ne pas être rentable sur votre publicité tout en étant rentable sur votre écosystème général. Je m'explique. Quand vous faites de la pub sur Amazon, ça va vous faire monter votre organique, que ça soit un simple clic, que ça soit un ajout panier ou que ça soit une vente. Donc dès qu'il y a une interaction, alors à plus ou moins faible valeur, ça augmente plus ou moins votre organique, mais en gros, que ça soit un clic, un ajout panier ou une vente, ça va faire monter votre organique, ce qui est absolument génial. C'est pour ça qu'en fait, ceux en fait qui font le calcul avec ce qu'on appelle l'ACOS, l'ACOS c'est dépenses pub sur chiffre d'affaires pub, se font piéger en fait au départ parce qu'ils restent dans leur écosystème pub et qu'ils n'ont pas le bras assez long. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir ce qu'on appelle un TACOS. Le TACOS, c'est dépenses pub sur chiffre d'affaires global en disant, moi, tout en gardant une marge de X, généralement c'est du 20, 25, 30%, c'est vous qui décidez, je peux me permettre de dépenser 5, 10% de publicité. Donc en gros, pour faire simple, si je dépense 10 € en pub, il faut que je fasse 100 € en fait de chiffre d'affaires qui me garantit 20 € de marge. Si j'ai fait mon calcul, je suis tranquille. Et tout l'enjeu, en fait, c'est de dire, OK, maintenant que je sais ça, j'ai des leviers publicitaires qui sont à ma disposition. C'est pour ça que quand on me dit campagne, sans savoir les leviers qui sont derrière, c'est difficile. J'ai 3 leviers. Le product, le brand et le display. Ces 3 leviers, et dedans, j'ai plusieurs stratégies. Si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure dans le mode tuto, en fait, on se disait, en gros, la découverte de ouf, pardon, la première stratégie qu'on a en fait de départ, c'est ce que moi j'appelle le chercheur d'or. C'est-à-dire, tu sais, celle où tu fais ta campagne automatique qui est calée par rapport à ton algorithme Amazon et qui fait que tu dis à Amazon, pour tel CPC, dis-moi à quoi j'ai accès. Parce que ça se résume à ça, en fait, le fait de programmer cette campagne, c'est de dire, tu connais ma fiche produit, tu connais ma catégorie, c'est super important la catégorie, à 20 centimes, à quoi j'ai le droit. L'algorithme va prendre en fait ta fiche produit, ta catégorie, et va tester
en fonction des comportements des gens qui sont en face, ta publicité. Toi, ton rôle, ça c'est le premier tamis, ton rôle c'est de choper en fait les termes de recherche ou les asines qui font des ventes. Deuxième tamis. Et ce deuxième tamis, c'est tes campagnes manuelles. D'accord? Troisième tamis, c'est la célèbre loi de Pareto. Tu vas t'apercevoir que tu vends sur 100 mots, mais en fait, tu en as peut-être 2 ou 3 qui font en fait l'intégralité de tes ventes. Et ceux-là, en fait, c'est les mots-clés qui sont atteignables et rentables pour toi, que tu vas investir en organique parce que tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle des campagnes de ranking pour monter. Donc, une fois qu'on comprend ce truc-là, et alors ça, je te le parlais sur le product. Derrière, tu vas mettre tes campagnes de levier brand, display, pour venir appuyer en fait cette stratégie-là pour t'économiser en fait et devenir de plus en plus visible. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous avez fait gaffe tout à l'heure, vous reviendrez en fait sur le départ de la vidéo quand je vous montrais le brand headline, le brand vidéo, je vous expliquais que ma fiche produit était présente là, que j'avais d'autres fiches produits qui étaient présentes en product et que en plus j'étais en milieu de page en product aussi. Mais en fait, ça, c'est que je sais très bien que je peux être très très présent. En fait, les gens ne vont cliquer qu'une seule fois. Donc, je peux être sur 5 leviers publicitaires en même temps, dans 5 campagnes différentes. Je ne paierai qu'une seule fois. Donc, c'est pour ça que dans la question en fait de Kevin qui dit bah, dans une campagne, m'en fous, moi, en fait, c'est au niveau du portefeuille de campagne que je vais regarder si mon TACoS, c'est la première chose, il est positif ou bas. Et c'est là où j'en arrive. Mon seul et unique indicateur de base, c'est mon portefeuille. Il a un TACoS réel, je vais prendre un exemple, je sais pas moi, 8%, je me suis défini 10%, ça va, je suis au vert. À l'inverse, de l'autre côté, mon TACoS réel, il est à 14%, je suis à 10%, là en fait, je viens d'apprendre que j'ai 4% de marge que je suis en train de me bouffer. Parce qu'on vient de définir le truc. Et là, je redescends dans mes campagnes, je vais regarder quelles sont les campagnes, en fait, qui sont en train de bouffer trop d'argent par rapport aux autres. Et c'est là où je vais réarbitrer soit sur les budgets, soit virer en fait les mots-clés qui sont trop prenants ou les asines qui soient trop prenants, soit le CPC. Mais tu vois, en fait, le système, c'est pas le ROI, c'est de dire, de manière générale, j'ai un TACoS que j'ai défini au départ, qui est mon étoile du Nord. C'est un peu, en fait, je vais te donner une image très poétique. J'ai des origines bretonnes, donc les phares, je connais. Donc imagine, tu as un phare et tu es en plein brouillard. C'est ce que vous êtes tous les vendeurs Amazon quand vous lancez de la pub. Vous ne savez pas si c'est rentable. Le seul moyen de savoir si c'est rentable, c'est ce phare que vous avez défini au tout départ qui dit « Moi, je peux dépenser 10% en publicité, ou 5 ou 15, hein, c'est vous qui le définissez, mais je peux dépenser 10% et je sais que je fais 20%. » Mon signal d'alarme, c'est si mon TACoS réel, c'est-à-dire ma dépense plus sur mon chiffre d'affaires global sur ce produit-là, dépasse ces 10%. Si ça les dépasse, je dois réagir assez vite pour ne pas me faire bouffer ma marge. Nickel. Ça va ? Ça marche. Parfait. Bah, c'est cool. Là, je pense qu'il aura plus que sa réponse. Là, c'est cool. On va offrir, pour ces premiers épisodes, on va offrir un mini coaching en live avec toi sur ta chaîne Nanakia. Ouais. Pour participer et pour pouvoir être sélectionné, ouais. Mettez un commentaire et abonnez-vous à la newsletter Ecom Insider qui est dans la description de la vidéo. Et on fera ce mini coaching en live sur la chaîne de Nanakia qui sera également en lien. Cyril, je te remercie d'avoir répondu aux questions. Merci à toi. On va essayer de garder une récurrence dans ce format-là. Et n'hésitez pas, je te coupe, mais n'hésitez pas à faire des retours pour savoir si ce format, en fait, vous intéresse. Le but, c'est pas de parler de mon nombril à moi. En fait, le but du jeu, en fait, c'est que ça vous amène de la valeur. Donc, n'hésitez pas à être critique, en fait, sur le sujet, parce que, en fait, ça va nous permettre de construire, en fait, le format au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment que, par exemple, cette zone là où il y a des questions, en fait, on ait de plus en plus de questions pour qu'on puisse y répondre, en fait, directement, quoi. Ouais, et après, si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les aborder. Ouais, qu'on puisse limite même baser certaines sections sur les questions qui ont été posées. Donc ouais, le but, c'est que ce soit créé ensemble. Bah, Cyril, merci beaucoup pour avoir répondu à tout ça. Je te dis à la prochaine pour le prochain épisode. Et bonne journée et à la prochaine à tous. Bonne journée à tous. Salut. Salut.